Bien. Donc, bon, je ferai mon intervention en 3 points. Je parlerai rapidement de ce qu'est l'école de la République, mais on l'a déjà évoqué suffisamment. La crise de l'école de la République, et puis j'aborderai dans la dernière partie la laïcité à l'école en particulier, en tant que telle. Je m'appuie sur mon intervention beaucoup sur les écrits de Charles Coutel, qui devait être là cet après-midi d'ailleurs, et qui devait intervenir, et pour qui il faut réinstituer, le terme est fort, réinstituer l'école de la République. Alors l'école de la République, le regretté Jacques Muglioni, qui était philosophe, il avait même été doyen d'instruction générale de philosophie, écrivait « Une république vaut exactement ce que vaut son école ». C'est ce que prônaient les philosophes des Lumières. Montesquieu disait d'ailleurs « C'est dans le gouvernement républicain que l'on a besoin de la toute-puissance de l'éducation ». La Révolution française en déduira une théorie et une pratique de l'instruction publique, notamment avec Condorcet. Condorcet écrivait « On enseigne dans les écoles primaires ce qui est nécessaire à chaque individu pour se conduire lui-même et jouir de la plénitude de ses droits. » Mais aussi, il écrivait « Même sous la constitution la plus libre, un peuple ignorant est esclave. » Il est donc vital que le peuple soit de mieux en mieux instruit et cultivé. Il en va de l'avenir de la République. Alors que l'éducation des futurs citoyens est au cœur du régime républicain, l'approche actuelle ne met plus souvent en avant l'émancipation par la rationalité critique. Alors on peut parler de la crise de l'école, elle a plusieurs natures. La première agression, bien sûr, contre l'école publique, mais ça tout le monde la connaît, et laïque, puis celle de la mise en concurrence déloyale avec l'école privée sous contrat. La loi Germer, en instaurant le caractère propre, donne à cette école privée toutes les raisons de ne pas appliquer les mêmes règles que l'école publique, au nom du fameux caractère propre. Parce que le caractère propre, on essayait de leur imposer la mixité sociale et scolaire, mais non, nous on ne veut pas, on a le caractère propre. Ou si on veut bien prendre les meilleurs boursiers, mais vous nous donnez de l'argent supplémentaire. Depuis les années 70-80, on a affaire à une massification non accompagnée de promotion sociale et d'émancipation. C'est ce que confirment tous les rapports PISA. Ce sont essentiellement les jeunes des milieux défavorisés qui rejoignent les lycées professionnels, au contraire des milieux favorisés qui rejoignent les classes préparatoires. Les principes du collège unique ou du 80% d'une classe d'âge au bac ne sont pas en cause, mais paradoxalement, la loi Abi du collège unique, belle idée dont l'objet essentiel était d'élever le niveau de formation des élèves, a surtout servi à étirer les apprentissages élémentaires avec des résultats décevants. On le voit aujourd'hui lorsqu'on a des évaluations de mathématiques ou de français, on l'a lu récemment dans la presse ou on l'a entendu à la radio, les très mauvais résultats en maths et en français des élèves. La multiplicité des réformes non évaluées a souvent appauvri les contenus et réduit le temps consacré à certaines matières. Pour de nombreux acteurs de l'éducation, on entend ce mot-là, on emploie de plus en plus de termes qui sont issus d'ailleurs de l'idéologie chrétienne, je crois. On privilégie la bienveillance qui épanouirait les élèves au lieu d'utiliser un terme qui est beaucoup plus juste, c'est la juste indulgence qui émancipe. La bienveillance, c'est une intention de bien faire, tandis que l'indulgence s'applique à un travail effectivement produit et évaluable. Mais on emploie maintenant facilement, vous allez voir, on emploie des termes, on reviendra sur le vivre ensemble, qui est aussi un terme très chrétien, et c'est ce terme-là. Dans le même ordre d'idée, l'actuelle prédominance des compétences se fait souvent au détriment des savoirs. En manipulant souvent les évaluations, il est décidé que si celles-ci ne sont pas encore atteintes, elles le seront dans un prochain avenir. Tandis que si c'est des savoirs, il n'y a pas de problème. Enfin, certains pédagogues affirment que les élèves pourraient s'enseigner les uns les autres. En conséquence, ce sont parfois l'alignement sur le moins-disant culturel, ce n'est pas toujours le cas, ainsi que la victimisation sociale et ethnique qui ont prévalu. Et pourtant, il est clair qu'aucun élève ne construira seul son savoir pour s'élever. Il aura besoin que son professeur ait avec lui une dimension prescriptive de guidance, d'autorité. Il aura besoin d'exigence et d'un haut niveau de connaissance. Il faut retrouver en fait l'ambition culturelle des programmes à tous les niveaux d'enseignement. L'école de la République doit être conçue comme le lieu où l'on apprend dès la maternelle à s'approprier les mots à l'oral, dès le primaire à maîtriser les savoirs élémentaires, lire, écrire, compter, vivre en société, pour progressivement couvrir tous les champs du savoir et du questionnement scientifique. L'école doit donner les mots pour comprendre tous les langages, littéraires, scientifiques, techniques, artistiques. C'est le fondement de l'esprit critique. Donner des mots émancipateurs à chacun, c'est aussi se prémunir contre la violence et tous les fanatismes. Donc on s'aperçoit que... Alors ce qui est d'ailleurs assez étonnant, mais je fais un aparté, c'est
En fait, en France, les enseignements fondamentaux en primaire, en maths et en français sont très importants en termes de temps. C'est donc qu'il y a un vrai problème, sûrement, de formation quelque part, de formation pour qu'on n'ait pas les résultats attendus à la sortie de l'école primaire. Donner des mots émancipateurs, donc je l'ai dit, c'est se prémunir contre toutes les violences et les fanatismes. Autre problème, bien sûr, mais ça sera évoqué tout à l'heure, c'est l'impact des écrans omniprésents, des influenceurs, des fausses nouvelles, armes des sectes et des cléricalismes, qui rend plus difficile le rôle de l'école et de la construction d'une pensée autonome. Il faut, je crois, mais ça, je pense que ça sera développé après, intégrer au collège des cours d'éducation aux médias et au numérique sur l'usage et les dangers d'Internet et apprendre à lutter contre les complotistes. Former à l'usage des images pour lutter et faire de la prévention contre toutes les formes de harcèlement. L'organisation d'éducation après les lois de décentralisation des années 80 a permis de donner plus de réponses de proximité. Mais cette démocratie dans l'établissement, la multiplicité des acteurs, appelés maintenant usagers, on n'employait pas le terme d'usager, maintenant on emploie le terme d'usager, y compris les élèves sont des usagers, a mis à mal le rôle de l'école comme institution. Le professeur n'est plus toujours une autorité intellectuelle ou morale respectée. La République a besoin d'enseignants convaincus de la dimension émancipatrice de leur enseignement. Il faut des professeurs expérimentés, des professionnels assurés, des équipes stables. Ce métier doit être valorisé sur le plan financier, mais aussi sur le plan symbolique. Mais pour cela, il faut une volonté politique et un désir de la société pour redonner tout son sens à l'école et à l'émancipation par l'acquisition de savoir. La laïcité à l'école. L'école laïque, nous l'avons dit, a été fondée avant même la loi de séparation de 1905. Avant même. Il fallait la soustraire à la mainmise de l'Église pour former, ou des églises on peut dire maintenant, pour former des citoyens libres et émancipés. Il faut relire Condorcet encore là. Disons Condorcet. Condorcet écrivait « L'éducation a pour principal objet de corriger l'inégalité des conditions en offrant à tous la même possibilité d'excellence, en offrant à chacun la capacité de juger de la valeur ou de la vérité des opinions, y compris celle du milieu où il est né, en enseignant non pas le contraire de ce que l'on voudrait combattre, mais le moyen de se soustraire à la tyrannie des opinions auxquelles on n'aurait pas souscrit librement. » Alors que la laïcité n'était plus un sujet, on l'a abordé tout à l'heure, n'était plus un sujet au sein de l'école de la République, au-delà de la querelle école privée, école publique, la révolution islamique en Iran, les réponses salafistes, fréristes, wahhabistes et surtout la décennie noire en Algérie ont imposé l'islamisme en France. Nous n'avions plus simplement affaire à une religion, mais à une idéologie politico-religieuse. Ce fut d'abord l'affaire du voile, on l'a rappelé tout à l'heure, de Creil en 89, et la réponse du ministre de l'époque de l'Éducation, qui s'appelait Lionel Jospin, qui était moins courageux que Jean Zay, qui avait fait, lui, une circulaire en 36-37 fut d'interroger le Conseil d'État. Et le Conseil d'État, il a privilégié la liberté de conscience, sans vouloir comprendre la mise à distance nécessaire que doit avoir l'école à l'égard des appartenances et des convictions de chacun. Donc il a condamné le seul port de signes religieux, il n'a pas condamné le port des signes religieux, il a condamné le prosélytisme. Alors imaginez un chef d'établissement ou un directeur d'école pour savoir si le gars qui vient avec, ou la fille plutôt qui vient avec un voile, ou le gars qui vient avec une abaya ou je ne sais quoi, ou la fille qui vient avec une abaya ou le gars avec un camis, savoir s'il fait du prosélytisme ou pas, c'est quand même assez difficile à voir. Donc, l'un n'empêche pas l'autre. Hein, l'un n'empêche pas l'autre. Il peut y avoir du prosélytisme, l'un n'empêche pas l'autre, mais c'est pas au directeur d'école ou au chef d'établissement de repérer s'il y a prosélytisme ou non. Donc l'idée, il a fallu un combat très long pour arriver à la loi du 15 mars 2004, qui était édictée en application du principe de laïcité. Je la connais bien parce que, non seulement je la connais, mais je me suis battu pour à l'époque, puisque j'étais secrétaire général du syndicat des proviseurs à l'époque, donc là pour le coup je me suis battu pour cette loi. On n'était pas si nombreux que ça dans l'éducation. Il faut savoir que les syndicats enseignants, on ne les a pas beaucoup entendus, la FCPE était contre, etc. etc. Hein, donc c'était pas très soutenu. Donc ça s'est fait, et on peut se féliciter, alors là pour le coup qu'il y a eu une note de service interdisant l'abaya et les camis à l'école, parce que la loi et la circulaire prévoient qu'il peut y avoir des nouveaux signes qui apparaissent. Elle le prévoit, mais il faut bien
les désigner à un moment donné, parce que si on ne les désigne pas, là, on revient dans la même condition pour les directeurs d'école ou pour les chefs d'établissement. Qu'est-ce qu'on fait? Et il y avait, moi je le sais parce que je participe encore à des réunions de chefs d'établissement, dans la banlieue lyonnaise en particulier, il y a des chefs d'établissement qui n'arrivaient pas à résister au nombre d'abayas et camis. Et il faut dire que c'est une propagande qui était mise en avant sur TikTok, etc., de manière très, très déterminée. Bon, l'islamisme s'est développé aussi d'une autre manière, vous le savez, puisqu'il y a maintenant des agressions directes contre l'école publique. C'était l'assassinat de Samuel Paty le 16 octobre 2020, et le 13 octobre 2023, l'assassinat aussi de Dominique Bernard, deux professeurs qui ont été tués par les bras armés de cet islamisme. Donc l'école est devenue maintenant une cible de l'islamisme. Pourquoi? Parce que ces terroristes islamistes, adeptes du dogme, ne peuvent pas supporter une école dont la vocation est d'émanciper les élèves par la raison scientifique et la critique. Alors ce qui est le plus embêtant, alors il y a ça, mais aussi que nombreux jeunes ne comprennent plus l'intérêt et le fonctionnement du modèle républicain. Ça c'est un vrai problème. Alors il y a une partie qui fait réellement sécession. Pour certains, la loi de Dieu passe avant la loi de la République. Ceux-là font véritablement sécession. Une minorité a même une vision absolutiste, hein, c'est-à-dire qu'ils considèrent la religion comme vérité absolue. Ça, c'est aussi une partie. Mais ce qui est aussi, c'est l'autre partie de la jeunesse aussi qui pose problème. C'est la jeunesse qui surinvestit par une démarche communautaire et victimaire. On parlait tout à l'heure en aparté des États-Unis, mais on commence à voir arriver cela, c'est-à-dire la démarche communautaire et victimaire surtout, qu'on défende, qu'on se batte sur le racisme anti-homophobie, anti-noir, anti-juif, etc. Ça paraît tout à fait normal. Le problème, c'est qu'il y a un repli victimaire et communautaire, comme ça se passe aux États-Unis, commence à y avoir ce repli des jeunes aujourd'hui autour de ces idées-là. Et là, c'est un vrai problème, parce qu'en même temps, ces jeunes voient dans les lois de la République des entraves systémiques à l'expression d'une identité. Elle est souvent, donc, je vous dis, imprégnée par le modèle sociétal anglo-saxon, et ils ont une vraie méconnaissance du modèle républicain, confondant tolérance œcuménique et laïcité. Vivre ensemble, on emploie beaucoup de termes, c'est encore un terme insupportable, le vivre ensemble, c'est un terme insupportable. Au lieu de parler du contrat social, quand on est citoyen, on a un contrat social, on ne fait pas du vivre ensemble, on peut vivre ensemble mais à côté, ou l'un contre l'autre, on vit ensemble, on vit ensemble. Le vivre ensemble, c'est un terme chrétien, c'est des termes qui sont issus de la chrétienté, mais la République, pour la République, les citoyens ont un contrat social ensemble, c'est ça qui les marque. Et donc je crois que ce discours a disparu. Ce qui m'embête pour ce discours-là, c'est qu'il est porté aussi par une partie de la gauche aujourd'hui, malheureusement, et que je crois en profonde rupture avec l'idéal laïque du courant de la gauche en général. Ce surinvestissement de la démarche communautaire et victimaire. Alors il faut rappeler à ce courant, je crois, et c'est important, que c'est en rupture avec l'universalisme que la France est une nation constituée de citoyens libres et égaux en droit, et non pas constituée de communautés. On emploie ce terme de plus en plus à la radio aussi, à la radio, à la télévision. On parle de la communauté juive, de la communauté musulmane. Ben non, il y a des citoyens de religion juive, il y a des citoyens de religion musulmane, mais la communauté, ça n'a pas... En France, il n'y a que des citoyens, il n'y a pas de communauté. Et donc, à partir du moment où on parle de communauté, il faudrait assurer une certaine coexistence pacifique. C'est ça le problème du vivre ensemble, une certaine coexistence pacifique entre les communautés. Donc, il y a un autre qui avait parlé, un auteur qui parlait d'archipélisation de la société. On a ça, Fourquet. Face à l'archipélisation de la société, au communautarisme, à l'hyper-individualisme dont on parlait, il est temps que l'école réagisse pour reconstruire un destin commun au cœur du projet républicain. Alors, est-ce que l'école est armée pour répondre à ce défi? Est-ce que les enseignants ont encore conscience tous de leur rôle?
Sont-ils convaincus ou outillés pour répondre à ce défi? De nombreux jeunes professeurs ignorent souvent le sens de la laïcité. Certains sont favorables au port de signes religieux, par exemple, non seulement par les élèves, mais aussi par les fonctionnaires, et s'opposent frontalement à la loi de 2004. Donc je crois qu'il y a une urgence pour l'école, c'est la principale urgence, c'est de mieux former les personnels pour les aider à répondre vite et fermement aux contestations politiques et religieuses. Oui, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais il y a d'autres contestations. Il y a des contestations de cours, que ce soit en EPS, en biologie, en histoire. Certains professeurs, je l'entendais encore hier, j'étais en réunion hier, encore des professeurs d'histoire qui n'osent pas parler de la Palestine et d'Israël et de la Palestine et de comment ça s'est construit, etc. Ils n'osent plus le faire. Ils n'osent plus le faire en cours. C'est quand même, ça prouve des limites dans leur formation. Donc je crois qu'il faut avoir une préconisation, c'est d'abord être attaché au recrutement national, à une affectation des enseignants par le ministère et les services académiques. Il faut se méfier de ça parce qu'on parlait du libéralisme tout à l'heure. Le projet du président Macron, c'était l'école du futur, c'est-à-dire la concurrence entre établissements, avec des chefs d'établissement qui peuvent recruter les enseignants. Imaginez comment vont être formés les enseignants. Alors il y a déjà beaucoup de contractuels, mais comment seront formés les enseignants qui seront recrutés comme ça? Madame la présidente de la collectivité régionale d'Île-de-France veut, vous savez, la loi 3DS, différenciation, déconcentration, décentralisation. Dans ce cadre de cette loi, elle veut prendre en charge une partie de l'éducation, dans le cadre de la loi différenciation. Il faut être très prudent là-dessus, parce qu'à partir du moment où il y aura une acceptation par le gouvernement sur le fait qu'il y ait une prise en compte par des régions, des collectivités territoriales d'une partie de l'éducation, c'est la mort de l'école de la République. C'est la mort de l'école de la République. Parce que Mme Pécresse le fera aujourd'hui, M. Wauquiez le fera demain, M. Bertrand aussi, et peut-être quelques élus de gauche qui trouveront aussi leurs intérêts. Donc ça sera la fin de l'école de la République et une école totalement décentralisée. Alors, je voudrais dire que ce qui est important, c'est cette formation initiale et continue des enseignants. Il faut reconstruire la formation des maîtres. Dans le recrutement, on a une crise sans précédent. Une formation de haut niveau, en harmonie avec les inspections générales disciplinaires qui rappellent les contraintes et les responsabilités pédagogiques. Je crois que ça n'inclut pas d'ailleurs qu'on recrute à Bac plus 5, parce que c'était une grosse erreur à mon avis. C'est une des explications de la fuite des enseignants. Recruter à Bac plus 5, ça implique que les gens qui ont un Bac plus 5 en maths, ils ne vont pas faire de l'enseignement. Donc, si vous recrutez, donc il faut recruter plus tôt et puis former, comme on l'a fait d'ailleurs avec les écoles normales, peut-être revenir à des systèmes d'écoles régionales de formation, etc. Je ne veux pas donner des préconisations définitives, mais je pense qu'il faut réfléchir fortement à la formation. Et c'est important parce qu'un professeur qui sera bien formé, il aura les codes nécessaires attendus par l'école de la République pour assurer la réussite de ses élèves. Il sera en capacité de maîtriser les savoirs, justement, et les savoirs enseignés. C'est la condition de son autorité. Je vous le dis, beaucoup d'enseignants refusent aujourd'hui des enseignants d'histoire. Je l'entends tous les jours, je l'ai entendu hier, des enseignants qui n'osent plus, il y a eu des enquêtes d'ailleurs il y a eu des enquêtes là-dessus qui ont été faites par la Fondation Jean Jaurès, je crois, sur les enseignants. Certains ne parlent plus de tout. On ne parle plus de la Shoah, on ne parle plus du conflit, on ne parle plus d'Israël et de la Palestine. C'est trop compliqué. Bon. C'est quand même embêtant. Donc, voilà ce que je voulais dire sur l'école. En tout cas, c'est une école qui ne doit pas être en concurrence déloyale face au réseau diocésain d'écoles privées, qui est trop largement subventionné, ni par un État qui peut démembrer cette école, parce que je vous dis, c'était le projet de l'école du futur de Macron, mais c'est aussi le projet peut-être de certains élus. C'était voté d'ailleurs. Si vous regardez, il y a une petite loi qui a été votée, ce qu'on appelle une petite loi qui a été votée au Sénat par la droite sénatoriale, qui propose un peu ce que proposait Macron dans l'école du futur. Je pense qu'il y a des résistances, y compris dans la majorité présidentielle là-dessus, je pense. Mais il y a quand même un danger de démembrement très important de l'école publique. Donc il faut s'engager à construire un service public d'éducation engagé qui permet la transmission des principes républicains, une école publique laïque, un espace
impartiale, indépendante de toute emprise politique, économique, religieuse ou idéologique. C'est l'école de la République qui émancipe par le savoir et la rationalité critique, et donc qui forme des futurs citoyens éclairés. Mais je crois qu'il faut revenir beaucoup sur... Il faut redonner un sens institutionnel. Alors on ne reviendra pas forcément, je ne suis pas un passéiste, je ne pense pas qu'on revienne à l'école. Ce n'est pas l'école de la Troisième République qui va revenir, c'est sûr. Mais il faut redonner un sens d'institution à cette école. On l'a trop... à partir des lois de décentralisation, en 80, je crois qu'on a trop donné, pourtant je suis chef d'établissement et j'ai utilisé cette autonomie des établissements, mais je crois qu'on a trop donné, on a trop lâché la bride, on parle de coéducation, on parle de bienveillance, voilà, puis on a une sorte d'école où le rôle principal de l'enseignant comme centrale de l'enseignant dans cette école doit revenir. Et c'est ça qui manque profondément, c'est-à-dire maintenant, il y a des groupes de pression, je vais m'arrêter là, je ne sais plus à combien de temps j'y suis. C'est là, juste là. Oui, donc je termine là-dessus. Je pense que le problème, c'est quand même les groupes de pression qui peuvent profondément transformer l'école. Donc il faut revenir quand même, il faut réinstituer l'école de la République dans ce sens-là.